Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester parmi nous. Comme vous le savez, l'hivernage s'est bien installé chez nous, au bonheur de tous. Les pluies ont été précoces et leur répartition dans le temps et dans l'espace a été satisfaisante. Partout en Mauritanie, hormis quelques poches du Tiris Zemour, de l'Adrar et de Dakhlet Nouadhibou, les pluies diluviennes ont enregistré ça et là, ont fait renaître l'espoir chez les paysans et les pasteurs et redonner vie à un environnement fragile qui en avait tant besoin. Résultat, de très beaux pâturages existent un peu partout. Les barrages, les oueds, les dépressions et les bas-fonds regorgent d'eau, un fleuve dont le niveau des eaux est proche de la cote d'alerte. Force cependant est de reconnaître que les pluies ont occasionné des dégâts, des barrages ont cédé sous la pression des eaux, des routes ont été fortement endommagées, des quartiers entiers ont subi de fortes inondations, des villages et hameaux se sont retrouvés coupés du reste du pays, des périmètres rizicoles qui étaient au stade de la moisson ont été détruits, pour ne citer que ces exemples. C'est à ce sujet d'actualité que nous consacrons notre émission ce soir. Pour débattre des conséquences de la forte pluviométrie de 2020, nous avons comme invité M. Cheikh Ould Abdallahi Oulewa, wali du Hod Sharqi, Mohamed Ould Salik, wali de Nouakchott Sud, Moulay Gawad Ahmed Benan, directeur technique de l'Office national de l'assainissement, ONAS, et Dr Mohamed Lemine Ould Sidi, cadre du ministère de la Santé. Avant de commencer ce débat, ce reportage de Rabia Deida. Depuis quelques semaines, la Mauritanie est touchée par des pluies diluviennes et de graves inondations qui ont déjà causé la mort de plusieurs personnes et plusieurs dégâts matériels. L'est de la Mauritanie a été gravement touché par ces inondations. Le président de la République en personne, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, s'est rendu sur les lieux et a promis une aide aux sinistrés. Sur place, le chef de l'État s'est rendu dans les villes de Bessiknou et Add El Bagrou pour constater l'ampleur des dégâts. Il a ordonné la distribution gratuite de terrains aux sans-abri et annoncé un projet de construction routière pour faciliter l'accès des zones touchées par les inondations. Le président de la République a également instruit les départements concernés à l'effet de préparer le lancement d'une série de projets structurants dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures socio-économiques, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette zone de façon durable. Après le Hod Sharqi, c'est au tour de Nouakchott d'avoir les pieds dans l'eau, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues il y a plus d'une semaine. Les équipes de l'Office national de l'assainissement ont travaillé d'arrache-pied pour dégager les grands axes de la capitale et les écoles. Les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'hydraulique et de l'assainissement ont effectué des visites d'information dans les quartiers de Nouakchott suite à ces précipitations. Les deux ministres se sont rendus sur les principaux lieux inondés par les eaux de pluie et se sont informés sur les dégâts causés par les pluies et les eaux stagnantes au niveau de ces quartiers. Ils ont supervisé sur place les opérations d'évacuation des eaux exécutées par l'Office national de l'assainissement, mettant l'accent sur la nécessité d'évacuer rapidement ces eaux à travers le réseau d'évacuation et les camions-citernes mobilisés à cet effet. Merci Rabia Deida pour ce reportage. Monsieur Cheikh Ould Abdallahi Oulewa, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes le wali du Hod Sharqi. Pour commencer, comment se présente l'hivernage 2020 dans votre wilaya et quelles ont été les villes et villages les plus touchés par les inondations? Bonsoir, monsieur le wali.
Bonsoir et merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez afin de pouvoir nous exprimer en direct sur ce plateau. Je salue au passage vos hôtes qui sont en Nouakchott. Donc, comme vous l'avez si bien dit, cette année, exceptionnellement, le Hawd Sharqi a reçu des quantités de pluie qui dépassent l'ordinaire parce que nous n'étions pas habitués à avoir dans un laps de temps aussi court autant de quantités de pluie. Et donc, bien entendu, ces pluies qui ont un effet bénéfique sur l'économie de la région ont aussi des conséquences un peu graves dans certaines localités. Donc, des dégâts ont eu lieu, ce qui a justifié d'ailleurs le déplacement urgent de son Excellence Monsieur le Président public, qui est venu à Adelbagrou et Bassiknou pour constater lui-même l'ampleur des dégâts. Allô? Allez-y, on vous écoute, on vous suit. Pour constater lui-même l'ampleur des dégâts et ordonner des actions qui ont été entreprises en vue justement de soulager les populations. C'est ainsi qu'après le départ de son Excellence Monsieur le Président public, des quantités importantes de vivres et d'assistance ont été distribuées aux populations. Nous avions eu des dégâts au niveau de 10 localités environ dans la région, au niveau de Nema, la capitale régionale, mais aussi Adelbagrou et Bassiknou qui ont été visités par son Excellence Monsieur le Président public, mais aussi des localités de la commune de Hassim Hadi dans la Muqata'a de Timbadra, que sont Hachimim, Heltar Samber, Meili et Rachid. D'autres localités comme Gneibe, comme Bouleklal à Djigeni, mais aussi Eid Gouhar dans la Muqata'a de Nema. Donc, en totalité, 3330 kits, 3330 familles ont bénéficié de distribution de kits alimentaires dans ces localités-là. 1000 familles ont bénéficié de transferts d'argent, le cash transfert, qui a été opéré par la délégation générale Azur. Le CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire, a distribué donc 2500 kits alimentaires, mais aussi des kits de matériel. Azur en a distribué 1000. D'autres départements ont travaillé justement pour soulager les souffrances des populations. C'est ainsi que l'Office national de l'assainissement a mis en place un système de drainage des eaux de pluie au niveau de Bassiknou, mais aussi a envoyé des camions citernes en renfort, aussi bien au niveau de Bassiknou que d'Adelbagrou, qui ont permis donc d'évacuer les eaux stagnantes. De même, le ministère de la Santé a envoyé des équipes de pulvérisation pour lutter éventuellement contre les conséquences néfastes de ces mares sur la santé des populations. Et donc, les villes de Bassiknou et d'Adelbagrou ont été complètement pulvérisées. De même, le ministère de l'Équipement et des Transports a continué le travail de désenclavement d'Adelbagrou. Et donc, actuellement, Adelbagrou est accessible par toutes sortes de véhicules. Et les équipes du ministère de l'Habitat procèdent actuellement au recensement des familles sinistrées qui doivent être recasées dans des zones plus sécurisées. Actuellement, les zones sécurisées ont été identifiées au niveau d'Adelbagrou et Bassiknou. Et les familles donc vont être recasées sur place. De même, le dispositif sanitaire a été... Oui, monsieur le dispositif sanitaire merci. A été renforcé au niveau d'Adelbagrou. Je pense qu'on va donner la parole à nos invités sur le plateau. On reviendra tout à l'heure vous voir. Je voulais juste savoir, est-ce que vous n'avez pas déploré de pertes en vies humaines? Nous avons eu des pertes en vies humaines, effectivement, malheureusement. Nous avons eu 2 enfants, malheureusement, qui ont trouvé la mort à Gneiba, dans la Muqata'a de Bassiknou, mais aussi 7 autres personnes qui se sont noyées, qui sont morts par noyade dans des mares, malgré la lettre circulaire et le communiqué qui a été sorti par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, interdisant justement l'utilisation de ces mares-là. Donc, au total, nous avons eu 9 morts, malheureusement, dans la région de Hawd Sharqi. Merci, monsieur le Wali. Je reviendrai à vous au cours de ce débat. Je me tourne à présent vers monsieur le Wali de Nouakchott Sud. Bonsoir. Et merci également de venir vous prêter à nos questions. Quelle est la situation dans la capitale et dans votre wilaya de façon particulière? Je vous remercie. Je remercie la télévision nationale de Mauritanie de nous avoir donné cette opportunité de présenter en direct
les actions entreprises par l'État, mais également présenter les difficultés que nous avons rencontrées ou que les populations ont rencontrées durant cet hivernage qui est un peu particulier, comme vient de le souligner mon collègue du Hod Sharqi. Au niveau de Nouakchott, d'une manière générale, la pluviométrie a eu des conséquences assez importantes sur les populations, notamment au niveau de Nouakchott Sud, où des quartiers entiers ont été inondés, notamment au niveau de ce que l'on appelle Tarhil Warf, c'est-à-dire les populations qui ont été déménagées du Warf au kilomètre 13 sur la route menant vers Rosso. Ces populations ont été inondées dès les premières pluies et elles ont bénéficié de l'appui, très urgent d'ailleurs, très rapide de l'État. Et elles ont bénéficié d'appui, je vais dire, en nourriture, en kit alimentaire, mais également de l'évacuation des eaux. Les eaux ont été drainées. Et d'ailleurs, c'est ce drainage qui a permis que, durant la seconde pluie, qui était plus forte, il n'y a pas eu d'inondation au niveau de ce quartier. Au niveau de Nouakchott également, ce qui a été le plus touché, ce sont les établissements scolaires, parce que c'était la période des examens du baccalauréat. Et il fallait que l'État intervienne rapidement pour que les candidats ne se trouvent pas, je dirais, que la pluie n'impacte pas le déroulement de l'examen. Et ça a été fait de manière tout à fait adaptée, tout à fait correcte. Et les examens se sont déroulés de la manière la plus correcte possible et nous n'avons pas eu de plainte sur ce plan. Les pluies ont touché également les grandes artères de Nouakchott. Et vous l'avez vu dans le reportage qui a été présenté par votre collègue. Et les pouvoirs publics ont déployé d'importants moyens à travers l'Office national de l'assainissement, mais également à travers la délégation générale de la sécurité civile, et qui a également déployé des moyens pour que les grandes artères de Nouakchott puissent être dégagées et asséchées, si je puis dire, ainsi. Merci, Monsieur Le Wali. Donc, nous allons donner l'occasion à Monsieur Moulay Gawad Ahmed Bonan, le directeur technique de l'ONAS. L'hivernage 2020 n'a pas été de tout repos pour votre institution. En quoi ont consisté généralement vos interventions à Nouakchott? Et est-ce que vous avez été surpris par ces quantités de pluie? Bonsoir, je vous salue et je salue également le Wali de Hod Sharqi. L'ONAS ne se repose pas toute l'année. On travaille pendant toute l'année, mais la période d'hivernage, c'est une période qu'on travaille plus. Le pic. Les moyens de l'ONAS ont été divisés en deux, parce que l'hivernage a commencé dans le Hod Sharqi et les autres wilayas avant la ville de Nouakchott. C'est pour cela les dernières fortes pluies, la semaine dernière, nous avons la moitié de notre parc citerne. En plus, on a notre réseau d'assainissement et eau usée, et on a notre réseau d'évacuation des mares stagnantes, et on a notre ancien réseau d'assainissement. Ces moyens, on les a concentrés sur les établissements scolaires pendant la première nuit de la pluie, pour évacuer les eaux, pour que les candidats puissent rentrer, faire leurs examens sans aucune difficulté. Et je crois bien qu'on a réussi dans cette mission. Et depuis lors, ça fait presque 8 jours ou 9 jours que l'ONAS est en train de travailler sur les axes, sur les quartiers, sur tout ce qui est mares stagnantes après les pluies. Quel est le quartier ou la localité qui vous a posé le plus de problèmes? Comme le dit M. le Wali de Nouakchott Sud, c'était le Tarhil de Warf. On avait vraiment, pendant la première pluie de la ville de Nouakchott,
C'était, je crois bien, 20 mm. 20 mm. On a trouvé beaucoup de difficultés pour rentrer dans les quartiers. Parce que le quartier, les citernes ne peuvent pas rentrer parce que le terrain... À cause de la croissance démographique. Pas seulement la croissance, parce que le terrain n'était pas accessible. C'est pour cela qu'on était obligé de faire appel à des engins pour ouvrir des drains, pour qu'on puisse rassembler les eaux dans un bassin de rétention. Et à partir de ce point, on aspire les eaux pour soulager la population. Et ces travaux nous ont bien aidés dans la deuxième pluie qui a inondé la ville de Nouakchott. Juste pour préciser que pour ce qui concerne le quartier Tarhil, la première pluie de 20 mm, comme il a dit, a permis, ou c'était l'occasion pour les pouvoirs publics, de faire un bassin de rétention pour collecter l'ensemble des eaux qui se trouvaient au niveau du quartier. Et ce drainage des eaux a été d'une grande utilité durant la seconde pluie, parce que les drains ont fonctionné. Et au niveau de l'intérieur? Au niveau de l'intérieur, l'ONAS a intervenir à Besseknou, comme première localité touchée par les inondations. On a fait le curage de notre ancien réseau qu'on a fait depuis 2018. On a fait marcher le système parce qu'il y avait un manque d'électricité. Et on a renforcé la digue de protection. Parce qu'en 2018, lors de la première inondation de la ville de Besseknou, on a créé un réseau d'évacuation par pression, avec des drains et avec une digue de protection. Elle sert à garder les eaux hors de la ville. En 2020, il y avait un manque d'électricité. Et on a intervenu là-bas, on a fait l'entretien de notre système de pompage et nos équipes sont toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Mais le cas de la ville de Rosso est spectaculaire. Donc comment vous pouvez expliquer? D'accord, allez-y. La ville de Besseknou, il y avait aussi un petit accident qui est arrivé là-bas. Parce qu'on a le barrage d'Orken qui se trouve à 20 km au nord de la ville de Besseknou, il a cédé. Ce barrage, quand il cède, c'est-à-dire toutes les eaux retenues par ce barrage vont se déverser directement vers la ville de Besseknou. C'est-à-dire que la ville de Besseknou a été en premier temps inondée par les pluies et en deuxième temps inondée par les eaux venant du barrage qui a cédé. C'est pour cela qu'on était obligé de consacrer notre force. Vous avez préféré vous focaliser sur la ville de Besseknou pour faire un autre système pour évacuer les eaux du côté sud de la ville qui proviennent du barrage. Et on a aussi intervenu dans la ville d'Aleg. La ville d'Aleg, la ville de Mbout, la ville de Bogué. Ces villes ont des particularités qu'il y avait des ZOED qui passent à côté de chacune de ces villes. Et pour protéger cette ville, ils étaient obligés de faire des barrages de protection contre les ZOED. Et ces barrages de protection ont joué le rôle de garder les eaux qui tombent sur la ville elle-même. Pourquoi ces digues, ces barrages cèdent le plus souvent pendant la période d'hivernage? Il est temps de tirer des leçons et de... Non, les barrages ont été faits pour protéger la ville contre les ruissellements, les ZOED. Oui. Et ces barrages ont retenu les eaux pour les villes. C'est-à-dire que les pluies qui tombent sur la ville ne sortent pas. On était obligé d'installer des systèmes de pompage pour pomper les eaux, évacuer les eaux hors du barrage. Et pour la ville de Rosso, on avait un marché, on avait un projet pour la ville de Rosso, projet pour le curage du réseau d'assainissement existant dans la ville de Rosso. Le projet de curage, on l'a fait en 2009 avec le génie militaire et a donné de bons résultats. Mais cette année, on a constaté que ces ouvrages ne supportent pas plus de 250 mm par an.
C'est-à-dire que Rosso, jusqu'à aujourd'hui, elle a subi les environs de 500 mm. 500 mm. 500 mm, le système d'assainissement qui se trouve actuellement, il ne peut pas le contenir. Double de capacité. Et surtout que la capacité a été doublée. Et les pompes qui se trouvent actuellement dans la ville de Rosso, avant, dans la ville de Rosso, ne pouvaient pas pomper toute cette quantité. C'est pour cela qu'on était obligé d'amener des pompes pour augmenter le débit d'évacuation des eaux. C'est ça qui s'est... Et pourtant, pour beaucoup de personnes, la ville de Rosso a un réseau d'assainissement, un réseau de drainage et d'évacuation des eaux usées depuis les années 58 et qui était fonctionnel. Pourquoi vous n'avez pas essayé de le reprendre? Qu'est-ce qui ne va pas? Il était fonctionnel, mais en 2007, il a été repris par la Mixtip, par une entreprise. Ce réseau, il a été redirigé et ils ont éliminé l'ancien réseau depuis le temps des colons. C'est pour cela, le nouveau réseau qui est actuellement dans la ville de Rosso ne supporte pas toute cette quantité. Avant, il y avait un grand drain dans la ville et toutes les eaux passent gravitairement. Actuellement, ils l'ont conçu avec un système de pompage, c'est-à-dire 2 stations de pompage, chacune verse, l'une verse dans le fleuve et l'autre verse dans les maraîchers. Monsieur le médecin, donc, je me tourne vers vous pour vous donner la parole. Quelles sont les conséquences de ce bon hivernage sur la santé de nos concitoyens? Merci beaucoup. Comme vous savez, il y a eu cette année un excédent de précipitations. C'est une bénédiction. Il faut dire quand même que c'est une bénédiction parce que ça donne quand même, ça redonne l'espoir un peu aux populations, aux éleveurs, aux agriculteurs, mais aussi ça peut être une malédiction vu que le sol qui a été desséché ne peut pas absorber toutes les quantités d'eau qu'il a reçues. Et c'est ce qui entraîne les inondations. Et ces inondations, bien sûr, sont accompagnées d'une batterie de maladies transmissibles avec leurs répercussions sur la morbidité, la mortalité, les handicaps socio-économiques, etc. Parmi ces maladies transmissibles, vous avez la pollution des eaux de pluie qui va se faire avec les excréta humains et animaux qui vont entraîner les diarrhées, en particulier chez les enfants, les dysenteries, le choléra même, les gastro-entérites, les fièvres typhoïdes, paratyphoïdes, les hépatites A et toutes sortes de parasitoses. Toutes les sortes de parasitoses, les ascardioses, l'ankylostomiase, etc., etc. Et quels ont été les efforts de votre département pour venir à bout de la souffrance de ces... D'accord. Bon, je n'ai pas encore terminé toute la question. D'accord, allez-y. Il faut dire aussi que la pollution de ces eaux souterraines peut être faite par des germes qui sont responsables de maladies dermatologiques, comme les infections cutanées, comme les mycoses, la gale, etc. Les affections ophtalmologiques, on peut avoir les conjonctivites, les trachome et les infections de la sphère orale qui peuvent être aussi incriminées. En plus de ces maladies, là, il y a un lot important, c'est ce qu'on appelle les maladies vectorielles. Ces maladies vectorielles, leur cause, c'est les eaux stagnantes. Ces eaux stagnantes constituent de véritables gîtes pour ces moustiques. Les moustiques. Et ces moustiques peuvent être des anophèles, et ils vont donner le paludisme à cette période. Et ils peuvent être d'autres, comme les Aedes par exemple, selon leur famille, qui peuvent donner soit la dengue et qui peuvent donner aussi la fièvre de la vallée du Rift, dont nous venons d'avoir quelques cas au niveau de la Saba et d'Itagan. Et en plus, il faut citer aussi la bilharziose, la bilharziose qui peut être urinaire ou bien les bilharzioses intestinales. Bien sûr, il y a d'autres risques, notamment les noyades.
Il y a des cas de noyades qui ont été notés dans ces inondations. Et aussi l'électrocution. Les gens peuvent s'électrocuter quand il y a un chute de câbles électriques, par exemple, dans une eau stagnante, ça peut électrocuter. Il y en a eu d'ailleurs aussi à Nouakchott. Voilà. Quand je reviens à votre question, quant aux efforts du ministère de la Santé, le ministère de la Santé a... Avant de parler des efforts de votre département, on fait part actuellement de quelques cas de la fièvre hémorragique au Tagan. Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que des équipes ont été envoyées pour s'assurer? Oui, déjà avec les précipitations, on pressentait déjà qu'il y aurait de la fièvre de la vallée du Rift. Parce que toute bonne pluviométrie engendre des cas de fièvre de la vallée du Rift. C'est en rapport avec le ruissellement de l'eau, etc. C'est une zoonose, c'est-à-dire qui attaque l'animal, mais qui peut se transmettre à l'homme. Depuis ces premiers cas, le ministère de la Santé a dépêché des missions sur le terrain qui ont fait une évaluation de la situation. Et aujourd'hui, toute la direction générale de la santé avec les directeurs de la surveillance épidémiologique sont déjà sur le terrain pour évaluer la situation et voir l'application des mesures qui ont été dictées pour la circonstance. Merci. Je crois qu'on doit retrouver le Wali d'Ihod Sharqi. Vous êtes là, monsieur le Wali? Oui, je suis là. Tant mieux. Où en est-on? Comment se présente la situation sanitaire de la wilaya aujourd'hui? La situation sanitaire est bonne pour le moment. Il n'y a pas encore d'épidémie signalée, mis à part quelques cas de paludisme qui sont tout à fait naturels en cette période de pluie, d'hivernage. Donc par rapport justement à ce que disait Dr Mohamed Lamine, cette épidémie de fièvre de vallée du Rift, on n'a pas encore enregistré de cas au niveau du Ihod Sharqi. On a fait des prélèvements dans certaines zones, mais jusqu'à présent, pas encore de cas confirmés au niveau de Ihod Sharqi. Donc la situation épidémiologique, mis à part des cas de paludisme et de problèmes de respiratoires aigus que rencontre, ou de problèmes de diarrhée qu'on rencontre généralement en cette période, on peut dire qu'elle est normale. Quelles mesures ont été prises jusqu'à présent? Jusqu'à présent, nous sommes focalisés plutôt sur le paludisme. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de cas, notamment sur la bande frontalière avec le Mali, dans les zones de Vassala, d'Ad el-Bagrou, mais aussi vers Boustaïla. Donc nous avons commencé déjà la distribution de moustiquaires imprégnés dans le cadre de distribution de kits qu'on donne aux familles sinistrées. Donc le ministère de la Santé a mis en place tout un système pour disponibiliser les médicaments antipaludéens au niveau des postes avancés, mais aussi au niveau des structures sanitaires de la capitale régionale, mais aussi des capitales des Moukata. Donc le dispositif est prêt, les médecins sont là, des ambulances ont été mises à la disposition des structures sanitaires les plus éloignées pour pouvoir évacuer dans les meilleures conditions les cas les plus difficiles. Et donc, je peux dire qu'actuellement, la situation sanitaire est sous contrôle dans la région. Au niveau du cheptel, monsieur le Wali, nous le savons, vous êtes un peu le réservoir animalier de la Mauritanie. Est-ce que des mesures ont été prises pour vulgariser les éleveurs pendant cette période ou les sensibiliser? Effectivement, le ministère du Développement rural mène un grand travail de sensibilisation et de vaccination du bétail contre justement ces maladies saisonnières qui interviennent généralement en cette période de l'année. C'est ainsi que des équipes actuellement vétérinaires sillonnent les zones de concentration du bétail pour justement continuer ces campagnes permanentes de vaccination du bétail. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de cas de maladies au niveau du bétail signalés, comme je vous l'ai dit tantôt.
Les équipes vétérinaires, à travers les inspections départementales, continuent le travail de routine, le travail de vaccination de routine. Donc, il n'y a pas d'épidémie signalée jusqu'à présent. Donc, je peux dire que pour le moment, les pâturages sont bons, sont très bons même pour l'ensemble de la région. Notre doléance principale est l'accélération du processus de réalisation des pare-feux, parce que nous avons de grosses craintes par rapport aux feux de brousse, qui risquent cette année d'être très dangereux. Et donc le ministère de l'Environnement est tout à fait confiant de cela. Madame le ministre a déjà fait présenter une communication en Conseil des ministres et les dispositions ont été prises pour que le programme de pare-feu, pour ce qui est de l'entretien des pare-feux existants et de l'ouverture des nouveaux pare-feux dans les zones où il y a le pâturage, commence le plus tôt possible. Monsieur Louali, pour ce qui est des habitations, qu'est-ce qui est envisagé pour interdire les constructions à proximité des batha, des cours d'eau et des zones littorales inondables? Ben effectivement, comme vous le savez, la loi, de par la loi, la construction dans les zones inondables est interdite depuis l'adoption de la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire. Donc toutes les zones inondables sont de par la loi interdites à la construction. Mais malheureusement, on constate que les populations ne respectent pas justement ces dispositions-là, malgré toutes les dispositions qui sont prises par les autorités administratives. Donc c'est ainsi que, par exemple, pour Bassiknou, les quartiers qui ont été inondés, ce sont justement les quartiers qui sont dans des zones de dépression, donc des zones facilement inondables. Et comme l'a dit le directeur technique de l'Office national de l'assainissement, un facteur aggravant est intervenu cette année, qui est le barrage d'Erken. Le barrage d'Erken qui se trouve à 24 ou 25 km de Bassiknou a cédé, et ce sont les eaux de ce barrage-là qui ont provoqué justement l'inondation de Bassiknou beaucoup plus que les eaux de pluie elles-mêmes. Donc nous sommes en application des directions de M. le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous menons des campagnes pour justement veiller à ce que les populations ne construisent pas dans ces zones inondables-là. Actuellement, les inondations que nous avons eues cette année dans la région, notamment au niveau de Néma, de Bassiknou et d'Adel Bagrou particulièrement, sont dues principalement à l'occupation de ces lieux-là, de ces lieux inondables. Mais pour les autres inondations, pour les autres cas de sinistres, notamment en milieu rural, c'est beaucoup plus aux tempêtes, au vent, qu'aux inondations en tant que telles. Aux inondations en tant que telles. Face au refus de ces populations de se plier à vos directives et à vos recommandations, est-ce qu'il arrive que vous ayez recours à des méthodes coercitives pour les amener à respecter la loi? Bien entendu, actuellement, toutes les formes de construction dans les zones inondables sont interdites, sont proscrites. Et les autorités veillent à ce que les populations ne construisent pas dans ces zones-là. Mais actuellement, il se trouve que, par exemple, pour Adel Bagrou, ces constructions dont nous parlons qui ont été inondées datent de plusieurs décennies. Actuellement, les services du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire ont procédé au recensement de 161 familles qui vont être recasées dans des zones non inondables. À Bassiknou, c'est la même chose. Donc, depuis des décennies, des populations occupent des quartiers qui sont effectivement inondables. Le directeur technique de l'ONAS vous a dit tout à l'heure que la dernière inondation date de 2018. Donc en 2018, il y a eu effectivement inondation dans ces zones-là, parce que les populations habitent dans ces zones depuis très longtemps. C'est aussi le cas à Néma. À Néma, il y a des quartiers nouveaux qui ont vu le jour les années 2005, 2006, 2007. Donc, des populations qui ont habité ces zones inondables. Mais il faut dire qu'avec les directives du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, de nouvelles habitations, donc les autorités interdisent justement de nouvelles installations. Mais le problème, c'est de gérer l'existant, parce qu'effectivement, beaucoup de populations habitent dans des zones malheureusement inondables et y ont investi
et y ont investi, y ont construit des bâtiments, des marchés, et même parfois des édifices publics ont été réalisés dans des zones inondables. Donc, mais désormais, avec les instructions que nous avons reçues, les autorités veillent à ce que de nouvelles implantations ou constructions ne se fassent pas dans ces zones-là. Merci, Monsieur le Wali de Nouakchott. Je pense que le même problème se pose à vous. Là encore, il y a parfois des étalages anarchiques auprès des marchés qui rendent difficile le déplacement des équipes de l'ONAS. Comment vous faites? Pourquoi cette mauvaise habitude revient le plus souvent? Il faut dire qu'au niveau de Nouakchott, nous avons une certaine particularité. Par rapport au système de pompage existant. Il nous en dira certainement un mot le directeur technique de l'ONAS. Mais également particularité en termes d'intervention de l'État. Les inondations ont touché certains quartiers, certainement dans des zones de dépression par rapport au niveau de la mer, mais également dans des grandes artères de la ville qui ont été particulièrement touchées. Quels sont ces quartiers, justement? Ces quartiers touchés sont notamment au niveau de Tevrarzene. Les artères de Tevrarzene les grands axes routiers ont été touchés. Le reportage que vous avez vu, c'était particulièrement à Tevrarzene, mais également à Sabra, où les quantités de pluie étaient les plus importantes au niveau de Nouakchott. Dans les autres quartiers, il y a eu des inondations, bien sûr, mais de moindres ampleurs par rapport à ces deux quartiers, à ces deux grandes moukhata'a, je vais dire, au niveau de Nouakchott. Au niveau de Nouakchott Sud particulièrement, les inondations ont touché El Mina, au niveau des populations, au niveau des marchés, mais également au niveau de Aravat et de Riyad, dans une moindre mesure par rapport à... Mais il faut dire qu'au niveau de Nouakchott, la riposte de l'État a été rapide et c'est ce qui a fait que les inondations ont été moins ressenties qu'ailleurs. Parce que pendant même la pluie, les membres du gouvernement se sont déplacés pour voir et évaluer par eux-mêmes. Le comité interministériel s'est déplacé pour évaluer directement l'impact de la pluie sur les populations, mais également sur le système, les établissements scolaires, qui était une préoccupation importante pour les pouvoirs publics à l'époque, mais également au niveau des grandes artères. Et c'est pour cette raison que l'action du gouvernement ou l'intervention a été rapide, parce que la soirée même de la pluie, les moyens ont été mobilisés parce qu'il l'était déjà avant dans le système mis en place par le gouvernement à travers le comité interministériel et toutes les structures dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Donc les moyens étaient déjà mobilisés, l'intervention a été rapide. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'efficacité a été ressentie, parce que dès le lendemain, les étudiants ont pu faire, les élèves, les candidats au bac ont pu faire leurs examens sans trop de difficultés, bien entendu. Beaucoup de gens considèrent qu'une forte croissance démographique et l'étalage urbain trop rapide sont à l'origine justement de ces situations au niveau des quartiers périphériques et de Nouakchott Sud. Au niveau de ces quartiers, l'évolution démographique est constatée, elle est en fait accomplie. Et le problème, c'est que ça augmente de plus en plus les efforts, la sollicitation des efforts de l'État pour intervenir dans ces quartiers qui sont de plus en plus éloignés, qui sont de plus en plus étendus sur le territoire de la ville de Nouakchott. Est-ce que l'ONAS suit cette évolution depuis que la capitale s'est réveillée les pieds dans l'eau? Ou est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a un suivi tous les jours? Que font vos équipes concrètement? Concrètement, on a le comité interministériel qui pilote l'opération de l'hivernage à travers le ministère de l'Intérieur. On a divisé la ville de Nouakchott en 3 wilayas. Wilaya Nord, Wilaya Sud, Wilaya Ouest.
Pour l'ONAS, il y a 6 muqata'a. L'Iqsar, Tavraq Zainab, Sabha, Elmina, Arafat et Riyad. Et pour la protection civile, on les a confiés le Nouakchott Nord, Toujounine, Darnaïm et Tayart. Ça, c'est la répartition des travaux pour l'hivernage, pour ce qu'on appelle une opération, le plan Orsec, pour l'opération de l'hivernage. Pour l'ONAS, avant l'hivernage, quelques mois avant l'hivernage, on commence à se préparer. Notre réseau doit être curé. Tout ce qui est réseau pour les eaux pluviales, on le cure, on le nettoie, on met des trucs imperméables pour ne pas permettre le sable de rentrer une autre fois dans les caniveaux. Et on fait l'entretien pour notre parc de citernes et on répare nos pompes, et on les nettoie et on se met après. Pour que, une fois les pluies tombent, on intervienne. Monsieur le directeur, moi j'ai l'impression que chaque année, la même situation revient. On a des problèmes. Le lendemain, les habitants de la capitale se réveillent. Les gens ne peuvent pas aller au travail. Les chauffeurs de taxi ont des difficultés à circuler, parfois même entre des quartiers. Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver une solution, d'autant plus qu'on nous parle depuis des années de ce réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott? Où en est-on? Cette problématique est liée à deux choses. La première chose, c'est la nature topographique de la ville de Nouakchott. La ville de Nouakchott, topographiquement, il est un peu, on peut dire, plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collines, il n'y a pas de hauteurs très importantes pour que l'eau draine gravitairement. Ça, c'est un problème topographique. Le deuxième problème c'est que la ville de Nouakchott, elle est très vaste. Une grande métropole. Là, une grande métropole. Le réseau dont vous avez parlé, c'est un réseau pour les eaux pluviales et les eaux souterraines. Il a été conçu pour soulager la ville de Nouakchott. À un moment donné, il y avait les mares qui sortent partout dans la ville. Ce réseau a des profondeurs qui arrivent jusqu'à 4 mètres pour les caniveaux. Et on a 4 stations de pompage qui arrivent jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ça veut dire que les caniveaux enterrés, ce n'est pas les caniveaux en ciel ouvert ou les caniveaux de surface. Les caniveaux enterrés peuvent aller d'une distance jusqu'à le poste de pompage. Et le poste de pompage entre Carrefour Madrid et le PK 14, c'est 14 km. 14 km, il nous faut une pente pour que ça soit gravitaire. Les eaux qui quittent de PK 14 jusqu'au Carrefour Madrid, il nous faut une pente pour arriver là-bas. Qui facilite là. Si on prend une goutte et on la dirige vers le Carrefour Madrid, on va aller jusqu'à profondeur 10 mètres ou 15 mètres. Ça va être... Ça veut dire que la topographie ne nous permet pas d'aller... C'est pour cela, en premier temps, le projet d'assainissement eau pluviale de la ville de Nouakchott a été conçu comme un noyau qu'on peut l'extensionner. C'est un projet qui ne couvre pas toute la ville. Et en 2018, on l'a réceptionné le 28 novembre 2018. 2019, il n'y avait pas assez de pluie, mais on a constaté qu'il y a des difficultés. On a demandé une extension pour le réseau. Et on a eu l'accord. Et on est en train de travailler sur l'extension du réseau. Cette année, il y avait le projet a donné des résultats, tels que le carrefour BMD,
Et le carrefour qui se trouve un peu au nord, le carrefour sur la route de Jamal Abdel Nasser, l'avenue entre Jamal Abdel Nasser et Kennedy, l'unité nationale, jusqu'à la fin du Shari' Bouddha, avenue Bouddha, le carrefour qui se trouve là-bas, c'est un carrefour que vraiment tout le monde savait qu'après chaque pluie, ce carrefour est inondé. Oui. Cette pluie, il a pris 6 heures de temps pour être vidé. Pas par les citernes aussi. C'est justement là où je voulais Pas par les citernes. On a le quartier administratif de Théaret. On a fait là-bas, avant, quand il arrive 5 mm, tout le quartier est bloqué. C'est-à-dire le hakem, le dispensaire qui se trouve là-bas, le marché, tous les services sont bloqués. Actuellement, après la dernière pluie, le lendemain, le hakem a rentré dans son bureau, le maire a rentré dans son bureau. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, mais on avance petit à petit. Est-ce que c'est le même cas pour Sebkha et Elmina? Si, Sebkha, on a ce qu'on appelle garage Aravat, qui se trouve à côté du dispensaire. Pas Sebkha, ça c'est Elmina. Ça c'est Elmina. Non, Sebkha, il y a le réseau. Avant, il y a le réseau à partir de Cinéma Saad jusqu'au ministère de l'équipement, du transport. La proximité de la mer ne les favorise pas. Non. Sebkha, Mina, c'est tout près de la mer. Est-ce que tout cela est évacué vers la mer? C'est juste Non. Tout le réseau est lié. Puisque vous avancez des termes techniques et nous, on essaie un peu de simplifier ce que vous dites. C'est effort louable, il faudra que les gens le comprennent. La zone Sebkha et Elmina, le réseau a passé dans les deux zones. C'est-à-dire que le réseau conçu depuis 2015 jusqu'en 2018, il couvre des parties des Muqata'a de Mina, Sebkha, Tafraq Zaina et Ksar et Théaret. Il arrive jusqu'au Théaret. Mais il ne couvre pas toutes les Muqata'a. Mais il est bien dimensionné pour qu'il reçoive d'autres extensions. Ce réseau, on a dans la Muqata'a de Mina, je crois bien, garage Aravat, Mina, à côté du dispensaire de Mina. On a fait un système, on a fait une extension du système. C'est-à-dire que à côté du marché 6e, jusqu'au rond-point qui se trouve derrière le dispensaire, on a fait une extension après les Chinois. C'est-à-dire cette extension a été faite en 2020 et elle est branchée. Durant cette dernière pluie, il n'y avait pas d'inondation. Actuellement, on est en train de travailler sur la zone de Korega, qui a été fortement touchée par les dernières pluies. Et les citernes n'arrivent pas à rentrer jusqu'au bout. On est en train de faire une extension pour le brancher aussi sur le réseau conçu en 2018. Pour la zone de Tafraq Zaina, le réseau arrive jusqu'au palais de congrès. Le reste de l'avenue Mokhtar al-Dadda. On est en train de faire des travaux aussi pour brancher le reste du Mokhtar al-Dadda sur le réseau. À côté de l'hôtel Emira Palace. On a fait là-bas un système, mais la dernière pluie est arrivée avant le branchement seulement des caniveaux sur le système. C'est-à-dire qu'on est en train de faire les extensions sur le réseau et... D'accord, tant mieux. Monsieur Louali, donc, je reviens à vous. Vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais juste ajouter que nous constatons quand même qu'il y a une amélioration par rapport aux années passées en termes de temps. Le temps de stagnation des eaux au niveau des artères principales, comme il vient de le dire. On constate que certaines artères qui étaient inondées, où on voyait l'intervention des citernes et tout ça, cette année, ça n'a pas été le cas. Et les citernes ont été mobilisées pour d'autres quartiers qui n'étaient pas connectés au réseau.
Et Et pour là ajouter aussi, aussi, il y a une plus pour grande ajouter diversité. aussi, la citerne, avant ce réseau, la citerne, quand on la remplit, elle prend beaucoup de temps, Beaucoup de temps 3 pour heures aller de temps, déverser 4 et heures de revenir. temps pour sortir de la ville et évacuer. Revenir. Actuellement, Aujourd'hui, on a ce il y a réseau. des bouches de réseau où elle fait Et directement la on vidange. arrive jusqu'aux bouches des réseaux et on la vide et après 30 minutes, elle revient pour aspirer d'autres eaux. Peut-on avoir une idée de l'ampleur des dégâts causés par ces pluies au niveau de votre wilaya, par exemple, les populations Je peux vous dire qu'au niveau de populations Nouakchott Sud, vulnérables, au niveau de Nouakchott Sud, la première pluie de 20 mm qui a été qui a le plus touché les populations, nous avons constaté ou nous avons recensé 66 familles sinistrées. Et ces familles ont bénéficié de l'aide directe de l'État, en appui de l'État, qui a d'ailleurs été élargie à 250 familles, au lieu de 66. Elles ont été déplacées, relogées. Non, elles n'ont pas été déplacées. Ces familles ont bénéficié d'un appui en termes de kits alimentaires de l'État, mais elles ont également bénéficié d'une évacuation des eaux par le drainage qu'on avait fait. D'ailleurs, la même soirée, certaines familles ont pu regagner leur lieu d'habitation. Et le lendemain, toutes les familles étaient installées de manière tout à fait correcte par ce système de drainage qui a été fait la soirée même de la pluie. Et durant la seconde pluie, ce système de drainage a été utile parce qu'il n'y a pas eu d'inondation de ces populations. L'impact, comme je l'ai dit au départ, ça a été également parce qu'on était focalisé également sur les établissements scolaires, parce que le bac s'est déroulé, on avait fait la première journée et le soir, il y a eu la pluie. Il fallait donc que les candidats puissent continuer leurs examens sans trop de difficultés. Ça a été fait grâce à l'intervention de l'État, mais également grâce au système d'évacuation des eaux qui existait déjà et qui était là, et grâce à la mobilisation des moyens de l'État, qui ont été rapidement mobilisés et qui ont permis d'évacuer ces eaux rapidement et permettre aux élèves de poursuivre leurs examens sans trop de difficultés. Je disais au départ que l'État, pour faire face à cet hivernage, il en a dit un mot, a mis en place un système, des structures qui permettent de gérer cette urgence pendant l'hivernage qui revient chaque année. Chaque année, il y a ce système. Et ce système où ces structures sont... Quelles sont ces structures? Ces structures ont à leur au niveau supérieur, un comité interministériel qui est présidé par le Premier ministre et qui comprend les principaux ministères, l'Intérieur, la Défense, l'Habitat, l'Hydraulique, la santé, donc les principaux ministères qui interviennent dans ce domaine et qui est appuyé par un comité technique qui est également présidé par un conseiller du Premier ministre et qui comprend les principaux départements qui sont représentés dans ce comité interministériel, en plus de la délégation générale de la protection civile, l'ONAS, la SOMELEC et la FNDE, qui sont en fait des agences qui interviennent également dans le cas des urgences. Il faut dire qu'au niveau de chaque wilaya, il y a un comité régional d'urgence qui est en fait la cellule régionale de ce comité interministériel. Et il y a au niveau de chaque Mokata également... Je reviendrai à vous, M. Le Wali, pour savoir, pour nous donner une idée du suivi justement des travaux de ce comité, aussi bien au niveau régional que central. Donc, docteur, est-ce que des mesures ont été prises pour éventuellement parer à ces maladies hydriques qui interviennent en hivernage au niveau de votre département? Au niveau du ministère de la Santé, effectivement, beaucoup de directives ont été données et beaucoup d'actions aussi ont été faites, en particulier au niveau de ces zones sinistrées, notamment à Bassuknou, où le ministère de la Santé a renforcé les structures de santé en personnel au niveau de Bassuknou, au niveau de toutes les zones qui sont affectées. Ils ont aussi envoyé des équipes des équipes de désinfection, pour limiter la propagation des maladies.
L'équipement, en matière d'équipement, le ministère de la Santé a également intervenu en équipant ces centres de santé par du matériel nécessaire pour le diagnostic. Et également, ils ont fait les distributions de moustiquaires. Et le dernier lot, c'était aussi l'appui en logistique. C'est-à-dire que tous les deux zones sinistrées, Basseknou et Adel Bagrou, ont reçu des ambulances médicalisées, c'est-à-dire des ambulances dans les normes, au niveau de Basseknou et d'Adel Bagrou. Est-ce que le Wali de Nema peut nous confirmer cette information, ces équipes qui sont sur le terrain à Nema, dans votre wilaya? Monsieur le Wali, j'espère que vous êtes là. Effectivement, je confirme ce qu'a dit le docteur Mohamed Emine par rapport justement au travail qui a été fait par les équipes du ministère de la Santé. J'ai dit tantôt que les villes de Basseknou et Adel Bagrou, juste après le départ de son Excellence, Monsieur le Président public, on a reçu des missions du ministère de la Santé qui ont procédé à la pulvérisation des mares pour justement lutter contre la propagation des maladies qui découlent justement de ces eaux stagnantes. Mais aussi les structures de santé ont été renforcées. Au niveau de Basseknou, comme au niveau d'Adel Bagrou, il y a des ambulances médicalisées effectivement qui ont été installées et mises en place. De même que les structures de santé ont été renforcées en moyens humains et matériels. Même à Adel Bagrou, on avait un centre de santé qui se trouve dans la zone inondable. Donc un nouveau centre de santé est actuellement disponible. Les clés ont été remises par le ministère de l'Habitat au ministère de la Santé. Et donc nous sommes en cours de déménagement vers ce nouveau centre-là. Donc toutes les équipes médicales sont prêtes. Et comme je l'ai dit, au niveau de la bande frontalière, là où il y a le plus de cas de paludisme notamment, mais aussi des cas de diarrhée et d'infections respiratoires aiguës constatées. Donc là aussi, le dispositif sanitaire a été considérablement renforcé, de même qu'au niveau du centre hospitalier régional à Nema. Tant mieux. Docteur, est-ce qu'ici, au niveau de Nouakchott, les mêmes mesures ont été prises pour voler au secours des citoyens? Comme vous savez, à Nouakchott, le ministère de la Santé s'était déjà préparé dans le cadre du Covid. Il faut dire quand même que le Covid a permis au ministère de la Santé de mieux se préparer pour faire face à ces urgences. Donc, ces inondations n'ont fait que renforcer cette préparation. Il y a un suivi rigoureux tous les jours, des équipes santé. Il y a les directions régionales, les circonscriptions sanitaires qui mènent quotidiennement leurs activités et rendent compte quotidiennement de la situation sanitaire au niveau de la direction de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. D'accord. Monsieur Louali, c'est le cas dans vos... C'est bien le cas. Il faut dire qu'au niveau de Nouakchott, la wilaya de Nouakchott-Sud n'est pas une exception par rapport aux autres wilayas. Les équipes de santé étaient déjà largement mobilisées dans le cadre de la riposte à la pandémie du Covid-19. Et elles s'étaient déjà mobilisées et dotées de moyens pour les cas d'urgence. Et ça continue. Il faut dire qu'à Nouakchott, nous ne sommes pas encore au niveau d'inquiétude ou par rapport à l'intérieur du pays. Mais il faut dire que les équipes sanitaires sont suffisamment préparées pour faire face à toute éventualité. Est-ce que vous menez des campagnes de sensibilisation contre les eaux stagnantes? Les campagnes de sensibilisation sont permanentes au niveau de Nouakchott, comme d'ailleurs partout ailleurs en Mauritanie, mais à Nouakchott de manière particulière. Il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées par les différentes structures de l'État, le ministère de la Santé, mais également les communes, les conseils régionaux, etc., donc qui interviennent et qui font de la sensibilisation parallèlement, bien entendu, aux autorités administratives. Est-ce que vous avez associé un peu la société civile? Est-ce que la société civile joue un rôle important
est fondamentale dans toute action qui touche les populations et elle intervient en fait en tant que partenaire important de l'État et des structures étatiques dans ce domaine. Elle sait souvent, la société civile est mobilisée par elle-même et elle offre ses services à l'État. Et l'État fait aussi appel, nous avons fait appel à la société civile, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, mais également dans le cadre de ces interventions d'urgence. Certaines ONG ont pu appuyer les populations et sont venues porter secours aux populations qui ont été sinistrées. Allez-y, vous avez... Dans le cadre justement de ces sensibilisations, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ont mobilisé les jeunes au niveau de toutes les Muqata'a pratiquement, qui s'occupent essentiellement de la sensibilisation et bien sûr pour accompagner les cas de Covid, les contacts, etc. Le Croissant Rouge. Voilà, le Croissant Rouge aussi mauritanien. Tout ce monde a été mobilisé pour la sensibilisation au niveau des Muqata'a. Et quels sont un peu les effets négatifs des eaux stagnantes, puisque nous le savons, dans les quartiers de Nouakchott, nous voyons des enfants sortir de l'école, jouer, parfois nager dans des eaux stagnantes. Quels conseils pouvez-vous adresser à leurs parents il faut et quel danger cela représente sur la santé ils courent tous les dangers. Très fragile de ces enfants? Ils courent tous les dangers. Et les parents, en premier lieu, doivent interdire aux enfants de jouer dans ces poubelles et ces eaux stagnantes. Parce que quand même, elles sont source de maladies, les maladies qu'on a citées, les maladies hydriques, les maladies surtout hydriques, les maladies hydriques et les maladies vectorielles, les maladies qui peuvent être les maladies dermatologiques. Est-ce que vous effectuez des campagnes de sensibilisation particulièrement sur ce genre de Nouakchott au niveau de du département de la santé, oui. Au niveau de Nouakchott, il y avait le centre d'appel, le centre d'appel du ministère de la Santé qui était là, installé pendant le Covid, uniquement pour sensibiliser les populations. D'accord. Le wali de Haute-Charri est avec nous. Nous le savons, beaucoup d'ONG sont actuellement à Bassiknou, dans les localités de votre wilaya, des mouvements de la société civile sont très actifs, notamment les femmes et les jeunes. Est-ce que vous les avez associés un peu dans cette opération de sensibilisation? Oui, mais vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de rebondir un peu sur un point extrêmement important qui a été évoqué par mon collègue Mohamed Oulselk. C'est justement les mesures préventives qui ont été prises avant justement ces pluies-là. Comme il l'a dit, il y a eu des comités qui ont été créés à Nouakchott, interministériels, mais il y a aussi et surtout des comités régionaux qui ont été mis en place au niveau territorial. Donc au niveau du Haut-Charri, par exemple, nous avons mis en place par arrêté du Wali un comité régional d'urgence qui regroupe justement la société civile, les élus, les partenaires techniques et financiers qui sont là, les partenaires au développement qui sont présents dans la région, donc les élus, les services déconcentrés de l'État. Et donc, nous avions plus ou moins anticipé sur ces événements-là, d'où donc le peu par rapport au nombre de pluies, aux quantités importantes de pluies qu'on a reçues. Parce que la situation aurait pu être plus grave si le gouvernement n'avait pas pris des mesures pour anticiper justement sur ce genre d'événements. Et c'est ainsi que des comités régionaux ont été mis en place d'urgence et sur les comités départementaux. Donc on a identifié
les endroits, les villages, les localités qui sont susceptibles d'être inondés, donc de subir ces catastrophes-là. Et nous avions donc mené des campagnes de sensibilisation des populations pour s'éloigner des batha, des zones inondables, des mares, et pour aussi sensibiliser les nomades pour qu'ils ne campent pas justement autour de ces zones-là. Donc c'est ce qui a réduit de manière considérable donc les effets, les conséquences graves de ces pluies-là. Donc nous avions reçu des instructions claires du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation visant justement la mise en place de ces structures-là, mais aussi associer tous les acteurs locaux, les jeunes, les ONG, les partenaires techniques, mais aussi le mouvement des volontaires qui a été mis en place par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, qui est le mouvement Watanouna. Ils nous ont beaucoup aidés justement dans le travail de sensibilisation des populations, ce qui a aidé de manière sensible justement à réduire les impacts négatifs justement de ces inondations-là dans ces villes. Merci. Monsieur, allez-y, vous avez quelque chose à... Concernant les mares ou les eaux stagnantes, l'ONAS aussi joue un rôle depuis 2013, lors de l'apparition des mares dans la Sokojim PS, Tavrak Zaina et partout dans la ville. L'ONAS a créé un système de pompage. Qu'est-ce qui a été fait à la Sokojim justement, puisqu'on a vu diminuer ces mares? On a installé un système de pompage dont il est conçu de plusieurs motopompes séparées dans la zone pour aspirer les eaux qui sortent de la terre et qui affleurent. Et avec un système d'évacuation hors de la ville. Et on les a installés dans la Sokojim PS, Sabkha, Tavrak Zaina, dans la mare qui se trouve à côté du ministère du Pétrole, dans la zone F-Nord, dans la zone qui se trouve à côté de l'hôpital Mère et Enfant, Carrefour Le Mans. Et on évacue les eaux hors de la ville. Et depuis lors, et même à côté derrière le siège de l'Union européenne, et on évacue une quantité importante des eaux. C'est-à-dire on a installé plusieurs pompes pour évacuer ces eaux. Les pompes, leur débit, c'est 100 mètres cubes par heure. Et ils travaillaient avant H24. Maintenant, on les allume pendant quelques heures. C'est-à-dire que les mares ont diminué par l'effet de ce système qu'on a mis en place. Actuellement, on est en train aussi de l'extensionner. On a 4 mares aussi, on les a identifiées. Il y a 2 mares dans la wilaya de Nouakchott Sud. La mare qui se trouve à Tarhil et une autre mare qui se trouve à Dar el-Beda. On est en train de faire un système de pompage pour pomper ces eaux, pour éviter ce que le docteur a dit, c'est-à-dire que les enfants jouent dans ces mares ou se baignent dans ces mares, et ça peut créer des maladies d'origine hydrique. Et aujourd'hui, quelle est l'expérience que vous avez tous tirée après ces pluies, ces importantes quantités de pluie qui se sont battues sur Nouakchott et à l'intérieur du pays? Vous ne pouvez plus être pris à court par ces pluies? Non, l'ONAS se prépare chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on tire les leçons et on voit les handicaps qu'on a et on essaye toujours de les améliorer. Actuellement, les équipes de l'ONAS... Justement, quels sont ces handicaps que vous pouvez observer après C'est des handicaps que nous, on a constaté techniquement que l'ONAS pouvait faire mieux. C'est ça qu'on constate toujours. Quels sont les manques? Pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? On doit l'améliorer pour qu'il marche. Actuellement, les équipes de l'ONAS, ils travaillent... Il n'y a pas un problème de moyens qui se pose? Il n'y a pas de... Pas du au tout. Niveau de votre institution? Non, pas du tout. Bon. Actuellement, on a une équipe qui travaille à Baskno.
une équipe qui travaille à Delbago, et une autre équipe qui travaille à Aleg, et une quatrième équipe qui travaille à Mbout et à Aleg. Et notre siège, c'est ici à Lonas, c'est ici à Nouakchott. C'est-à-dire qu'on est partout. Et on est en train d'étudier aussi des solutions pour la ville de Sélibabi, pour la ville de Kaedi, pour la ville d'Agjocht. On est en train de trouver des solutions pour que les eaux pluviales ne posent pas de dégâts ou des inondations. Donc on peut dire, ou espérer du moins, que d'ici 15 à 20 ans, la grande métropole qui est devenue Nouakchott aura son réseau fiable d'assainissement. Un peu moins. Tant mieux. Monsieur Louali, le même problème se pose également. Le même problème se pose, mais... Quelles leçons avez-vous tirées suite à ces pluies diluviennes? Ce que nous pouvons tirer de ces leçons, c'est que la mobilisation de l'État s'est faite de façon rapide. Et je pense que nous avons appris des leçons de l'expérience des années passées. Et je pense tant que Nouakchott n'est pas doté d'un système d'évacuation des eaux tout à fait, je dirais, adapté à une ville comme celle de Nouakchott, nous serons amenés à intervenir chaque année et à mobiliser des moyens qui permettent de soulager les populations qui sont en fait touchées par les pluviométries qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus importantes compte tenu du règlement du climat, du dérèglement, je vais dire, du climat, qui n'est plus maîtrisé, qui n'est plus... qui a ses impacts de façon non maîtrisée partout. Et pour la santé? Pour la santé, oui, quelles leçons avez-vous tirées les leçons qu'on et quels conseils également pouvez-vous prendre? Voilà, les leçons qu'on a tirées, bien sûr, c'est à partir des années passées. Chaque fois qu'il y a les précipitations, on sait qu'il y aura des maladies qui vont apparaître. Et le ministère de la Santé déjà a fait des plans de préparation et de riposte à ces maladies. Donc il suffit de les activer pour que vraiment pour qu'on prenne en charge toutes ces maladies. Les conseils qu'on va donner à nos populations en cette période hivernale. Des conseils qui se rapportent à ces maladies vectorielles qu'on a citées, tels le paludisme. Le paludisme, bientôt le pic du paludisme va apparaître entre octobre et novembre. Donc, le paludisme, c'est une maladie très grave chez les enfants de 0 à 5 ans, chez les femmes enceintes. Donc, on conseille fortement à nos populations de bien dormir sous des moustiquaires imprégnés. La recommandation aussi, la deuxième recommandation aussi, c'est concernant la nouvelle maladie qui vient d'apparaître à Nassaba et au Tagan. Là aussi, il faut dormir sous les moustiquaires imprégnés, puisque c'est en rapport avec les piqûres de moustiques. Et les populations sont appelées à dormir sous les moustiquaires imprégnés, d'éviter les contacts avec les animaux infectés, leurs carcasses, leurs avortons, séparer les animaux avec les habitations, se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir touché les animaux, faire bouillir le lait. Il ne faut pas dire je ne bois pas le lait, mais il faut plutôt le faire bouillir, le pasteuriser avant de le boire. Et la viande aussi, il ne faut pas dire je ne mange pas la viande, parce que là aussi il y a le problème de malnutrition qui va se poser. Il faut manger la viande, mais plutôt il faut la faire cuire. Il faut la faire cuire et la manger. Concernant les maladies hydriques, et surtout dans nos zones rurales, il est très conseillé de javeliser l'eau en cette période. C'est-à-dire que souvent les gens boivent les eaux de mare. Et il faut javeliser ces eaux en raison de 3 gouttes par litre. 3 gouttes d'eau de javel par litre. Et si vous avez un fût de 200 litres, par exemple, vous pouvez mettre un demi-verre d'eau de javel. Et si vous avez une réserve, par exemple, qui peut prendre jusqu'à 1 tonne, ça, vous mettez 2
d'un verre de Javel, il faut bien sûr laisser pendant 30 minutes et commencer à boire. Merci. Monsieur le Wali d'Ihod Sharqi, je reviens à vous pour une dernière question. Comment aujourd'hui peut-on protéger ce couvert végétal après ces pluies diluviennes? Comment en profiter et faire en sorte qu'il soit préservé pour le bonheur des éleveurs de votre wilaya? Effectivement, vous le savez, comme vous le savez, le Hod Sharqi est une région principalement pastorale, mais aussi agro-pastorale. Donc, c'est ainsi qu'actuellement, le plus grand défi que nous avons au niveau de la région, c'est de pouvoir préserver ces pâturages, ces abondants pâturages que nous avons cette année. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons déjà commencé ces campagnes de sensibilisation des populations, notamment des éleveurs, sur le danger que peuvent constituer justement les feux de brousse. Donc, sous peu, la campagne va être lancée officiellement et donc toute une campagne de sensibilisation va accompagner l'opération de réalisation des pare-feux et donc les populations toutes les dispositions seront prises pour que les populations soient protégées le plus possible contre ces feux de brousse, mais aussi pour que les pâturages soient protégés. Mais aussi, on a pensé à la résilience des populations. Parce qu'aussi, il faut que ces pluies abondantes que nous avons reçues puissent avoir des effets bénéfiques sur les populations. C'est ainsi que le ministère du Développement rural a déjà envoyé des missions pour identifier des barrages. Déjà, le barrage d'Erken, qui est à l'origine des inondations de Bassiknou, va être réhabilité, ainsi que le barrage qui est en amont d'Erken, Bougangar. Mais pour le moment, 7 barrages ont été programmés et 3 ont été effectivement réalisés. Et nous sommes en train de développer la culture, chez les femmes, c'est la culture maraîchère. Donc les opérations de maraîchage autour donc, des zones où il y a de l'eau, pour que justement les populations puissent profiter de cette bonne pluviométrie qu'on a reçue. Les barrages vont être cultivés. Nous avons déjà distribué les intrants agricoles. Nous avons distribué pas mal de matériel de labour, notamment des charrues, donc à traction animale, qui ont été distribués à grande échelle, mais aussi des semences vont être distribuées pour tout ce qui est culture maraîchère. J'aimerais, si vous permettez, revenir un tout petit peu en arrière pour parler justement des enseignements, à la question que vous avez posée à mes collègues du plateau. Moi, je pense que le plus important cette année, c'est la mise en place de ces cellules régionales qui ont permis d'anticiper sur ces inondations-là. Donc, ça nous a permis. Donc, on n'a pas été pris au dépourvu par l'arrivée des pluies. On était plus ou moins prêts. On avait identifié tout ce qu'on avait comme moyens matériels, moyens humains, tout ce qu'on avait comme motopompe, comme tracteur, comme camion. Et donc, à l'arrivée des pluies, nous étions plus ou moins prêts. Donc, la direction régionale de la protection civile avait tout le matériel qu'il fallait. C'est pourquoi, justement, au niveau de Bassiknou et à Delbagrou, il n'y a pas eu de mort d'homme. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Justement, à cause justement de ce dispositif qui était prêt. Mais aussi, j'aimerais revenir sur la proactivité du gouvernement. Je vais prendre comme exemple les localités de la commune de Hassim Hadi qui ont connu aussi des intempéries importantes. Les localités de Talb Sambe, de Rmeili, de Rachid et de Hachemi. Donc ces localités ont reçu des quantités importantes de pluie la nuit du 18 au 19 août. Le matin du 19, le Hakem de Timbadra était présent. Il a fait le recensement nécessaire. Donc le 19 au soir, nous avions les chiffres. Le 20, les camions transportant les vivres ont quitté Nouakchott. Le 21 août, les camions sont arrivés à Timbadra et le 22 août, les vivres ont été distribués. Donc le CSA est intervenu rapidement pour justement secourir des populations dans des zones très enclavées,
des très enclavés, justement, et ça a été aussi le cas à Ad El Bagrou, où les premiers camions, les premières voitures à entrer à Ad El Bagrou après les inondations sont justement les camions du CSA, du commissariat à la sécurité alimentaire. Même chose à Basseknou, si le dispositif de drainage n'était pas en place, et donc une situation plus catastrophique aurait pu se passer. Donc le gouvernement a anticipé d'une part, mais aussi a pris à temps des mesures nécessaires pour secourir les populations et leur apporter l'assistance nécessaire. Par le temps. Il ne me reste plus qu'à remercier vivement nos invités pour avoir répondu favorablement à notre invitation et de s'être prêté à nos questions. Monsieur Cheikh Ould Abdallahi Ouloua, Wali du Hod Sharqi, Mohamed Ould Salik, Wali de Nouakchott Sud, Moulay Gawad Ahmed Benan, directeur technique de l'Office national de l'assainissement ONAS, et Dr Mohamed Lemine Ould Sidi, cadre au ministère de la Santé. Merci également à nos téléspectateurs et à l'équipe de rédaction et de reportage qui a contribué à la réalisation de ce magazine. Je vous donne rendez-vous demain soir à 21h30 pour le JTF et en attendant, je vous souhaite d'agréables moments avec le reste des programmes de El Mauritania. Bonne soirée.